Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Alors tu as peut-être déjà entendu cette phrase, le yin yoga est une pratique douce. Et peut-être que comme moi tu t'es dit oui, mais non, enfin pas toujours, mais quand même. Moi personnellement je pratique le yin yoga depuis 2010 et l'expérience que j'en ai c'est que c'est un espace dans lequel je peux faire l'expérience de la personne que je suis au moment où je me trouve sur le tapis avec tout ce qui me compose, les émotions, les sensations. C'est aussi une pratique qui m'a semblé très intense au départ. Je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. Mais en tout cas, je n'en ai pas fait l'expérience d'une pratique douce et cajolante. En tout cas, pas tout de suite. Donc si tu pratiques déjà le yin yoga, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu es là aussi, tu as envie de commencer cette pratique ou de te former à l'enseignement de cette pratique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le yin yoga n'est pas une pratique douce et d'où ça vient. Ça peut être intéressant de le savoir. Donc prends une boisson chaude, ton thé préféré, installe-toi tranquillement et je m'occupe de tout. Donc déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est le yin yoga ? Donc je t'en parlais également dans l'épisode 2 du podcast, dans lequel je t'ai guidée aussi dans une pratique pour bien dormir avec une histoire et au lit. N'hésite pas à réécouter cet épisode le soir pour te détendre. Il y a aussi la pause yoga, je crois que c'est l'épisode 14, qui est en fait une pause de 30 minutes de yin yoga qui permet aussi de mieux comprendre cette pratique. Mais aujourd'hui, on va surtout discuter de cette phrase. Donc le yin yoga est une pratique douce. Alors le yin yoga, c'est une pratique qui est très récente. On parle pas de lignée en général quand on parle du yin yoga, quoiqu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de personnes qui le transmettent, qui forment à l'enseignement du yin yoga, on parle souvent de la lignée de Paul et Suzy Grailey. Donc le yin yoga, c'est une pratique qui a été pas vraiment, enfin que je dirais qualifierait de non normée. C'est vraiment une pratique fonctionnelle dans laquelle on va écouter le corps. Et elle repose sur différents principes. Moi, personnellement, j'en transmets 5 lorsque je forme ou lorsque j'enseigne également le yin yoga. Et cette pratique du yin yoga va en fait solliciter le corps, l'esprit, le mental, les émotions en profondeur. C'est une pratique qui est donc récente, elle date des années 2000. Elle a été nommée ainsi par Paul Grailey et Sarah Powers, qui est une personne qui a beaucoup travaillé avec lui sur la mise en place de ce système du yin yoga. Et ça s'est vraiment déployé vers les années 2010, mais surtout pendant le confinement, puisqu'en fait, pendant le confinement, on était dans une situation qui créait beaucoup de tensions. On avait besoin de pouvoir relâcher la pression, j'ai envie de dire. Et le yin yoga est une pratique qui a pu bénéficier d'une grande visibilité par ses qualités que je nommerai après. Donc, dans cette pratique de yin yoga qui est moderne, elle est en fait issue de quelque chose qui est connu de tous et toutes les pratiquantes, mais aussi guides de yoga. Elle est issue du Hatha Yoga, c'est-à-dire d'une pratique qui se veut plutôt traditionnelle dans le sens où elle s'appuie sur des textes en général comme le Hatha Yoga Pradipika. Et des postures qui sont normalement soit maintenues quelques respirations, soit en transition comme la salutation au soleil, qui est quoique beaucoup plus contemporaine que le Hatha Yoga Pradipika. Dans cette pratique de Hatha Yoga, en fait, on pouvait trouver des postures maintenues longtemps, mais celle qui était maintenue le plus longtemps était la posture en assise, qui favorisait la méditation, et Shavasana, soit pour des pratiques de yoga nidra ou des pratiques de transcendance. Il pouvait y avoir aussi des pratiques inversées comme la posture sur la tête ou la posture sur les épaules, Sharvangasana ou Shirshasana, mais ces postures en fait étaient souvent plutôt pratiquées par des personnes, des brahmanes qui avaient la maîtrise de leur énergie, de leur souffle et de leur mental. Donc le yin yoga, il s'est appuyé sur le constat en fait, Paul Grailey, lorsqu'il a développé le yin yoga, pour être plus précis, s'est appuyé sur le constat que beaucoup de pratiques étaient très physiques, mais ne permettaient pas forcément de gagner en souplesse. Mais quand il parle de souplesse, il parle à la fois de la souplesse du corps, mais aussi du mental. C'est-à-dire que souvent les pratiques de yoga qui étaient connues à l'époque où il a développé le yin yoga favorisaient plutôt l'esprit de compétition, le renforcement musculaire, voire même parfois les blessures. Paul Grailey était un ashtangi, donc il pratiquait un yoga qui était assez physique dans le sens où l'ashtanga s'appuie sur des séries de postures
Et que ces séries vont en fait développer des points précis. Donc je connais pas en détail la philosophie de l'Ashtanga. J'ai eu la chance de pouvoir le pratiquer avec un très bon professeur à Paris, ponctuellement. Mais en tout cas, voilà, Paul Grailey avait fait l'expérience de cette pratique qui était très physique, et lui, ce qu'il voulait, c'était gagner en souplesse et se détendre. C'était un universitaire, il travaille beaucoup. Il travaille toujours beaucoup, hein, c'est pas ce que je veux dire. Et donc, il a débuté sa recherche pour comprendre pourquoi, en fait, dans certaines pratiques, notamment dans les arts martiaux, la souplesse se développait beaucoup plus, alors que quand même les arts martiaux sont quand même très intenses et très physiques. Donc, il allait à la rencontre de plusieurs maîtres, dont Paul Zink, mais aussi il est allé au Japon et en Chine. Et il a développé, en fait, cette connaissance par rapport au tissu conjonctif qui était déjà très présente dans la culture asiatique, la reconnaissance. Alors, ils appelaient pas ça les fascias à l'époque, mais en tout cas, des méridiens, des corps énergétiques, mais aussi des tissus qui se trouvent sous la peau. C'est-à-dire que, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, elle prend encore en compte, bien évidemment, tous les tissus du corps humain. Elle se concentre pas uniquement sur les muscles et sur la peau. Et donc, en allant rencontrer ses grands maîtres, lui a pu gagner en souplesse, et puis il a voulu, en tant qu'universitaire, comprendre pourquoi. Donc, il a entamé tout un cheminement où il a transmis le yin yoga et observé ce que le yin yoga apportait. Et on a eu la chance, dans les années qu'on suivi, surtout depuis les années 2010, que les scientifiques s'intéressent beaucoup aux fascias et que on se rende compte en fait à quel point le corps humain n'est pas juste question d'un squelette qui serait complètement immobile et figé et de muscles qui seraient à étirer ou à renforcer, mais bien en fait de tout un organisme connecté, interconnecté, qui communique à plusieurs niveaux au-delà de la moelle épinière et qui par tout ce réseau de communication qu'on a au travers des fascias, vient en fait demander à être sollicité de façon différente. Donc on appelle parfois ces pratiques de yoga fonctionnel, de somato, etc. J'ai envie de dire qu'importe le nom qu'on lui donne, parce que finalement, quand on voit le yoga, tous les noms qu'il prend, j'aime beaucoup cette phrase d'une guide que j'avais croisée qui avait dit on pourra faire tout ce qu'on veut au yoga, mais le yoga sera toujours le yoga, et c'est un peu ça. Donc qu'importe le nom qu'on donne à cette pratique, mais en tout cas c'est la conscience que chaque corps est unique et qu'il faut prendre le corps dans sa globalité, et pas uniquement au niveau musculaire ou au niveau ostéo. Donc le yin yoga part de ce constat-là. Donc il est déjà très riche à la base, dans le sens où même si c'est parti d'une intuition de la part de Paul Grailey, aujourd'hui on se rend compte qu'il vient vraiment nourrir une approche et une prise de conscience holistique au niveau du corps, alors si bien des corps énergétiques, mais aussi de toute cette partie des corps qu'on appelle les fascias. Suite à ça, en fait, le yin yoga, il a cette particularité d'être lent. C'est-à-dire que le yin yoga nous invite à être dans une lenteur et dans une observation, puisqu'on va maintenir les postures entre 3 et 8 minutes. 3 minutes étant souvent le plus bas, comme j'explique en formation, puisque en fait, en dessous de 3 minutes, on ne peut pas enclencher certains systèmes dans le corps. En tout cas, si on débute une pratique de yin, c'est assez compliqué en dessous de 3 minutes d'accéder à certaines fonctionnalités du corps, j'ai envie de dire, comme la possibilité de se relâcher complètement. Après, si vous pratiquez le yin yoga depuis longtemps, ça peut passer. Et on va rarement au-delà de 8-10 minutes, déjà parce que souvent nos sessions sont limitées à 1 heure et demie. Et donc, si on veut pouvoir solliciter le corps dans toutes ses amplitudes ou créer en tout cas une thématique ou une séquence, on va avoir besoin de changer de posture pendant la pratique pour pouvoir aller nourrir cette thématique, ce bave, et pouvoir nourrir cette intention aussi de solliciter le corps. Donc on va être dans la lenteur. Le yin yoga, il va s'appuyer sur différents principes. Moi, j'en transmets 5. Le tout premier principe, c'est de relâcher tous les muscles du corps. Le deuxième, c'est d'être à l'écoute, en fait, de ce qui est juste pour soi. Le troisième, c'est d'être dans l'immobilité. Le quatrième, c'est de maintenir la posture le temps indiqué. Et le dernier principe, pour moi, c'est vraiment la lenteur pendant la posture, entre les postures. C'est très important. On va en parler après pourquoi. Donc le yin yoga, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui a été développée récemment par Paul Grailey, soutenu par sa conjointe, Suzy Grailey, et qui a pour objectif d'aller solliciter en profondeur le corps physique, mental, émotionnel, énergétique, en maintenant les postures entre 3 et 8 minutes pour créer ce qu'on appelle en yin yoga un jeu de tension et de compression. Je précise bien ce qu'on appelle en yin yoga, puisque en kinésiologie ou en anatomie, en fait, la tension et la compression sont légèrement différentes. Ce ne sont pas exactement les mêmes principes. Mais en tout cas, en yin yoga, on va parler de tension et de compression. Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte. Qu'est-ce que le yin yoga ?
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que le yin yoga souvent est une pratique douce? Il y a déjà un effet de société, c'est-à-dire que souvent on va dire que le yin yoga est une pratique douce parce que tout ce qui est lent, tout ce qui est à l'écoute, tout ce qui est dans l'introspection dans notre société est vu comme quelque chose de doux, en opposition au mouvement, à la chorégraphie, à l'action, qui est vu comme quelque chose de plutôt intense, dynamique, voire même parfois on le qualifie, quand on écoute les qualificatifs, moi ça me fait penser à le mouvement, c'est la vie, ce qui est vrai, mais si on s'arrête, c'est la mort. Et ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, oui, si on s'arrête trop longtemps, l'inertie, c'est la mort. Oui, le mouvement, c'est la vie. On est continuellement en mouvement, on est cyclique, on est dans le déplacement, on est dans l'interaction. Mais pour être en mouvement, on a besoin d'immobilité. Et pour être immobile, on a besoin d'être en mouvement. Donc ce premier point, en fait, souvent, c'est que le yin yoga est qualifié de pratique douce parce que c'est lent, parce qu'on est à l'écoute. C'est aussi souvent qualifié de pratique douce parce qu'un de nos meilleurs amis en yin yoga s'appelle le bolster. C'est ce gros coussin en fait cylindrique qu'on utilise en yin yoga. Et c'est vrai que quand on voit les personnes l'utiliser, parfois on a l'impression qu'elles sont là et qu'elles sont bien, qu'elles se relâchent, que tout se passe bien. Et on peut du coup se dire, ah mais en fait c'est une pratique hyper douce parce que les personnes sont sur des coussins en train de se reposer. Je pense aussi que le yin yoga possède cette qualité de douceur parce que beaucoup de personnes le transmettent entre ce que j'appelle le yin et le resto, c'est-à-dire qu'elles vont aller dans des postures où on ne va pas chercher d'inconfort, ce qui est en opposition avec les principes même du yin yoga, où on ne va pas chercher ce jeu de tension-compression du yin et où on ne va pas forcément maintenir les postures trop longtemps. Ou en tout cas, si on les maintient longtemps, on va rajouter plein de coussins, plein de bolsters, plein de blocs pour que ce soit quand même pas trop intense. Et du coup, on sort du cadre du yin yoga, on bascule dans ce que moi j'appelle plus de la relaxation, parce que c'est même pas du restauratif. On bascule plus dans la relaxation. Et donc, quand on voit ces personnes appuyées sur des coussins, on se dit, ah bah oui, c'est très confortable. Et encore une fois, tout est question de perception, en fait. Un autre point, c'est que souvent, le yin yoga est associé à des choses qui sont plus liées à la détente et à la douceur que le vinyasa, par exemple. Je m'explique. Le yin yoga, souvent, on a une personne qui va jouer de la musique live pendant une pratique de yin yoga. On va avoir une personne qui va chanter pendant qu'on pratique le yin yoga, qui va lire des histoires. J'en fais partie. Et en fait, on peut se dire en pratiquant, en fait, on a le temps, donc c'est doux. En fait, on a le temps d'écouter de la musique et de l'apprécier, on a le temps d'être porté par un instrument. Mais ce qu'on réalise pas souvent aussi, c'est que pendant ce temps où le mental est accroché à un texte, à un mot ou à une musique, le corps, lui, continue de faire son travail avec la gravité. Il continue à aller explorer ce jeu de tension et de compression, et donc le yin yoga. Donc je pense que c'est vraiment les raisons principales pour lesquelles on dit que le yin yoga est doux. Et la dernière, qui est encore sociétale, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ralentir, on a vraiment besoin de décroissance. C'est être dans la négation et le déni même, de se dire qu'on peut aujourd'hui aller que en mouvement, que en étant dans l'ambition, dans la réalisation, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il peut pas y avoir de mouvement sans immobilité, et il n'est pas question de se dire, il me faut un tout petit peu d'immobilité, ok, je lâche 20 minutes de temps en temps, et comme ça je suis plus en mouvement derrière et je suis dans l'action et c'est ça la vie, etc. Parce que en fait, tout est une question d'harmonie. Donc, je t'invite aussi à écouter l'épisode dans lequel je parle du yin-yang que j'ai sorti cet été, qui faisait partie des capsules de Cœur à Cœur. Mais en fait, ce jeu de yin-yang, il s'équilibre vraiment, mais aussi ils s'harmonisent l'un l'autre et ils viennent être comme un garde-fou l'un pour l'autre. Donc, si on est trop dans l'action, on le sait aujourd'hui, on a vu toute une période où beaucoup de personnes sont parties en burn-out, en fatigue. On se blesse aussi beaucoup. Si on est sportif, par exemple, et qu'on ne récupère pas, qu'on n'a pas une récupération, c'est vraiment une phase très importante pour les sportifs de haut niveau, ils vont se blesser. Il n'y a pas de récupération. Donc, sociétalement parlant, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va souvent associer ce besoin de douceur à quelque chose de marketing, et donc dire le yin yoga est doux, donc venez nous voir parce que comme on a besoin de douceur, il faut pratiquer le yin yoga. Ce qui n'est pas totalement faux. Le yin yoga a vraiment énormément de bénéfices, surtout au regard de ce qu'on traverse dans notre société aujourd'hui et des besoins que l'on peut avoir physiologiquement, physiquement, mais surtout émotionnellement dans le contexte actuel. Mais pour autant, c'est un raccourci de dire que le yin yoga est une pratique douce.
Vraiment. Donc voilà, ça c'est un peu pour la deuxième partie. Pourquoi est-ce qu'on dit que le yin yoga est doux? Hésite pas à me dire aussi en commentaire ou soit sur YouTube si tu regardes cette vidéo, cet épisode en vidéo ou en commentaire sur Instagram ou sous les épisodes. J'essaye vraiment de répondre le plus régulièrement possible en tout cas, mais je finis toujours par répondre. Mais n'hésite vraiment pas à me dire toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce qu'on dit que le yin yoga est doux? Quelle est ta perception? Est-ce que c'est un de ces points-là qui te fait tilt et où tu te dis: «Bah oui, c'est pour ça»? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te font dire que le yin yoga est doux? Donc maintenant, à partir de là, comme on voit, le yin yoga est une pratique douce. J'ai envie de dire quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles moi je vous dis, là, à cet instant, pourquoi je te dis à cet instant que le yin yoga n'est pas une pratique douce. Et donc, il va y avoir plusieurs points qu'on va pouvoir dérouler ensemble. Et en fait, ce que je te propose, c'est de dérouler le yin yoga sur la base de ces 5 principes que moi je transmets pour aller voir pourquoi, pour moi, le yin yoga n'est pas une pratique douce. Et quand j'ai dit pour moi, en fait, ça fait maintenant donc 14 ans que je le pratique, ça fait 12 ans que je le transmets et je forme depuis 2017 des professeurs, enfin des guides en yin yoga. Et il est important pour moi de repréciser que c'est ma vision, mais que c'est aussi celle que j'ai pu percevoir et recevoir de toutes les personnes que j'ai croisées, de tous les guides que j'ai pu croiser en fait. C'est qu'on a souvent cette impression que le yin yoga est une pratique douce, que le yin yoga est là pour nous cajoler, pour nous permettre de se faire du bien. Et en fait, encore une fois, le yoga n'est pas une pratique de bien-être. C'est pas du tout une pratique de bien-être, c'est vraiment une pratique de connaissance de soi, c'est un cheminement et le réduire à quelque chose qui nous permettrait d'être dans la douceur, c'est pas juste en fait, ni pour le yin yoga, ni pour le yoga, ni pour toi. Le yoga nous fait du bien, certes, et c'est pour ça qu'on continue et c'est un des bénéfices directs qui fait que lorsqu'on est attaché à cette pratique, on va maintenir la pratique, on va se dire voilà, même les jours où on n'a pas envie ou parfois on n'a pas envie, on n'y va pas, mais les jours où on n'a pas envie, on va quand même dérouler le tapis, monter sur le tapis et se dire « Ok, en fait, je sais que après, je vais ressentir ça ou je vais faire une expérience pendant ma pratique sans savoir quel sera le fruit de mon expérience, qui est encore mieux. Donc, je mets les pieds sur le tapis et aujourd'hui, je pratique mon yoga. » Donc pourquoi est-ce que pour moi le yin yoga n'est pas du tout une pratique de douceur? Et encore une fois, c'est un avis que je partage avec beaucoup de guides, de collègues même qui forment au yin yoga autour de moi. Le yin yoga, déjà, si on prend le premier principe, c'est de relâcher tous les muscles du corps autant que possible. Donc déjà, ça induit d'être dans un espace dans lequel on va accepter entre guillemets d'accueillir, de lâcher prise, mais surtout on va reconnaître qu'il y a des tensions dans le corps. S'il est difficile de porter des tensions dans le corps, comme par exemple tu as peut-être déjà ressenti des tensions dans le dos, dans le bras, tu t'es peut-être déjà dit oh là là, mes bras sont lourds aujourd'hui, j'ai mal à la nuque d'être devant l'ordinateur. Il est tout aussi intense de relâcher le corps parce que ces tensions étant souvent installées depuis pas mal de temps dans notre corps physique et émotionnel, le relâcher va nous demander un effort qu'il faut être prêt à engager. Et donc, pour relâcher tous les muscles du corps, il faut accepter d'aller habiter chaque partie du corps, donc d'aller naviguer des cheveux jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, d'aller ressentir ce qui est, de mentalement peut-être se dire « je relâche mon bras droit, je relâche mon bras droit, je relâche » et d'aller voir si le bras droit veut bien petit à petit se relâcher. Et bien évidemment, lorsqu'on dit de relâcher tous les muscles du corps, moi je précise toujours, c'est relâcher tous les muscles du corps à cet instant, autant qu'il t'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas prendre conscience d'une tension, mais tu vas peut-être pas pouvoir la relâcher. Il y a des jours où tu vas peut-être observer que il y a une partie de ton corps qui est en résistance, mais tu vas rien pouvoir y faire. Et c'est ok, ça fait aussi partie de la pratique, en fait, lorsque je dis de relâcher tous les muscles possibles, autant qu'il t'est possible à cet instant, ce que j'entends par là, c'est que, en fait, c'est vraiment autant qu'il t'est possible à cet instant. Donc peut-être que tu vas, au moins pendant les premières postures de yin yoga, ressentir que ton bas du dos est un peu trop en tension, qu'il va falloir mettre plus de support. Peut-être que tu vas sentir que dans ta pratique de yin yoga, il y a une tension mentale, c'est-à-dire il s'est peut-être passé quelque chose avant que tu arrives sur le tapis qui a créé une résistance mentale, qui a créé un espace dans lequel tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à te détendre nerveusement. Et en fait, on va t'inviter en yin yoga à rester dans la posture avec ce ressenti-là, avec cette expérience-là.
qu'il n'est pas du tout question de la fuir et il est encore moins question de réagir à ce que tu ressens et à ce relâchement. C'est-à-dire de dire « Ah non, ça y est, je suis encore en train de penser à ce qui s'est passé tout à l'heure et j'aurais dû dire ça et ça, mais et du coup, je suis pas dans ma pratique de yoga » et de s'agacer, de s'énerver parce que on rajoute des couches de tension alors que ce qu'on veut, c'est relâcher le corps. Et c'est tout à fait humain de notre part de résister parce qu'en fait, comme le corps n'a pas l'habitude de se détendre, surtout si tu es quelqu'un d'hyperactif, ton corps, il va résister et ton mental surtout. Et ton mental va faire en sorte que ton corps ne lâche pas parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire lâcher. Et surtout, il n'est pas à l'aise avec l'inconnu. Donc, il va vouloir te dire, non, on garde notre tension, repense à ça, ou voilà. Donc, c'est tout un travail. Ce premier point de relâcher tous les muscles du corps autant qu'il t'est possible à cet instant, ça va être déjà un premier travail pour toi de plonger en toi et de ressenti. Et tu vois bien parce que je dis que ça peut être doux à l'arrivée lorsqu'on sent qu'il y a un muscle qui se détend enfin, ou lorsqu'on sent qu'il y a une résistance qui cède légèrement, ou même lorsqu'on prend conscience parfois d'une résistance émotionnelle, par exemple. Moi, je sais que lorsque j'arrive sur le tapis, parfois, je vais accueillir un état émotionnel dans lequel je suis. Et je m'attends pas forcément à ce que ça prenne cette forme-là, que ça habite telle partie de mon corps. Et je vais en fait non pas chercher à dissoudre tout de suite cette émotion ou cette tension, je vais plutôt chercher à l'approcher, à l'apprivoiser entre guillemets, un peu comme le petit prince et le renard, et à comprendre ce qu'elle dit en fait de ce qui s'est passé pour moi. Que ce soit juste avant la pratique ou peut-être des fois c'est plus ancien ou parfois c'est un point en fait. Mais je vais aller accueillir. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est d'être dans la justesse, dans un espace qui est harmonieux pour toi. Donc là, on en revient au jeu de tension et de compression. En fait, dans le yin yoga, on veut créer une sensation au niveau des articulations qui va être comme un étirement d'un côté de l'articulation et comme un écrasement de l'autre côté. C'est ce qu'on vulgarise par le jeu de tension et de compression en yin yoga. Cette tension et cette compression, en fait, elles vont être inconfortables souvent. Donc, comme tout le monde, comme tous les humains, il y a des postures dans lesquelles tu vas te mettre et tu vas te dire « Ah, ça fait du bien ». Typiquement, la posture du papillon en yin yoga, je l'attends, je l'adore. C'est les rotations externes de hanches, pour moi, sont vraiment hyper confortables. Aller vers l'avant avec une rotation externe de hanches, pour moi, est très confortable. Donc souvent, quand je rentre dans le papillon, c'est le moment où, justement, pour moi, je pourrais percevoir le yin yoga comme une pratique douce. Mais en fait, quand je rentre dedans, je me dis, tiens, en fait, là, je reviens à la maison. C'est un espace que je connais dans lequel, c'est pas la tension physique qui va être la plus grosse résistance dans mon harmonie. Par contre, le mental, le souffle et l'émotionnel derrière, ils peuvent revenir à la charge. Et puis on est humain, donc à l'opposé, on peut aussi avoir des postures dans lesquelles on rentre, même des fois la guide ou le guide la nomme et on dit « Ah non !» Typiquement, moi, la selle. Lorsque je vais en session de yin yoga, parfois, que je m'offre une session de yin yoga avec mes collègues ou mes guides, quand on parle de la selle, je fais pas la fière. Mes quadriceps et mon psoas n'aiment pas trop cette posture. Et donc, il y a une résistance physique que je dois accueillir avant même de pouvoir trouver l'harmonie au niveau de mes pensées et de mon souffle. Parce qu'en fait, quand il y a une tension physique, c'est la matière, c'est notre premier kosha, notre première couche énergétique au niveau du yoga. Et donc, dans le corps physique, quand il y a une tension, on va déjà, ça va prendre tout l'espace. Donc, tant qu'on n'a pas apaisé au moins cette tension, c'est-à-dire à minima accueilli, comme je disais tout à l'heure, ok, il y a une tension, je fais avec, ou relâché, si on se dit, tiens, mais pourquoi mon épaule est contractée ? On relâche, on va pas trop pouvoir calmer le souffle derrière et le mental parce qu'en fait, comme le corps est en résistance, ton système nerveux il est en mode d'alerte et donc ton cerveau, ton mental fait son boulot et il va te dire c'est intense, c'est intense, c'est intense, c'est intense. Donc ton mental va être en mode c'est intense, c'est intense, c'est intense et ton souffle aussi. Donc on va pouvoir utiliser la respiration pour relâcher. On va pouvoir utiliser les supports en yin yoga. C'est pas le propos de cet épisode, mais même si on va l'évoquer, mais voilà. Et on va surtout essayer de rester dans un espace où le jeu de tension-compression dans ses articulations est juste pour soi, ni trop ni pas assez. C'est là que naît l'harmonie. Donc tu vois, encore une fois, le yin yoga n'est pas une pratique douce. Le yin yoga est une pratique qui va permettre que tu apprennes à connaître tes limites, à reconnaître là où tu es, à reconnaître ton corps dans l'espace dans lequel il se trouve à l'instant où tu pratiques, et non pas juste de relâchement et de détente corporelle et de douceur. Donc surtout de ne pas aller dans cette, j'ai envie de dire, dans cette voie qui voudrait que on veut rendre à tout prix des postures douces en yin.
Parce que si tu fais ça, tu perds vraiment tous les bénéfices du yin, notamment la partie qui permet aux tissus conjonctifs d'être sollicités dans leurs amplitudes, toutes leurs amplitudes, par les postures maintenues longtemps, et donc d'être maintenus en bonne santé. Souvent, on fait les postures toujours dans la même direction. Plus tu restes longtemps en yin et plus tu relâches tes muscles, plus tes tissus conjonctifs vont être sollicités. Il ne s'agit pas de rester des heures dans la posture. Moi, comme je dis, 8 minutes, c'est le maximum. Et 8 minutes, et encore 10 minutes, c'est le maximum. Et c'est Shavasana. 8 minutes, ça va être la torsion sur le dos avec un bolster. On ne va pas aller brusquer les tissus conjonctifs pour autant en cherchant à rester le plus longtemps possible. Mais prends en compte, ce besoin d'harmonie est nécessaire pour le corps et ça n'a rien de doux en fait parce que c'est un dialogue que tu vas avoir perpétuel, surtout au début de ta pratique de yin. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est quand je rentre dans une posture et que je me dis « Ah tiens, ça coince là. Ok, est-ce que mon souffle peut m'aider ?» Souvent, quand on inspire, ça intensifie les sensations parce que les poumons se remplissent d'air, ça amène une sensation de tension supplémentaire. Donc, jouer avec l'inspire et l'expire, petit à petit, ça va aider le mental à se poser, les muscles à se relâcher. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus le corps se relâche, plus le souffle est régulier et donc plus le mental s'apaise en se disant « Ok, je connais pas cet espace, mais ça a l'air d'aller. On va y rester un petit peu. » Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant dans cette notion de trouver un espace harmonieux pour soi, c'est que si tu vas trop loin, trop vite, tu vas devoir revenir en arrière parce que pour le mental et ou le corps, ça va être trop intense d'un coup. Donc, il va y avoir une réaction de rejet. Mais en même temps, si tu vas pas assez loin pour avoir ce jeu de tension et compression, tu vas être dans un espace où peut-être ton mental va être détendu, il va dire « Ah, je connais, c'est ma zone de confort, c'est cool. » Peut-être ton corps va dire « Ah, tiens, je peux me poser, etc. » Mais du coup, tu viens pas dans cet espace de yin yoga, du challenge de ni trop ni pas assez. Et encore une fois, ça peut être OK si tu as besoin juste de te relaxer, si tu as besoin d'un espace de réconfortant, c'est merveilleux. Dans ce cas-là, je t'orienterai vraiment vers le restorative yoga, qui est une pratique qui est faite pour ça, en fait, pour restaurer le corps. On en parlera dans un autre épisode. J'ai écrit un article d'ailleurs sur mon blog sur la différence entre le yin yoga et le restorative yoga, mais c'est une très belle pratique où il n'y a aucun jeu de tension et compression, puisque l'objectif, c'est de créer un espace dans lequel le corps et le mental peuvent se guérir et où tous ces processus, entre guillemets, d'auto-guérison peuvent se mettre en place parce que justement, il ne se passe rien d'autre. Et là, on maintient les postures entre 10, 15, 20, 25 minutes, en fait, parce qu'il n'y a pas du tout de tension et de compression. Si tu fais une pratique de restorative yoga dans laquelle tu sens que c'est intense, par exemple, se mettre dans Baddha Konasana avec une chaise devant soi, c'est pas du restorative yoga. Si tu te mets dans une pratique, une posture comme la torsion sur le dos et que tu mets plein de supports, tu seras pas en yin yoga. Parce que tu vas pas forcément avoir la tension et la compression. Donc, encore une fois, il y a cette vigilance à avoir sur ce qu'on nomme yin yoga et ce qu'on nomme yin yoga doux. C'est comme le hatha doux ou le slow flow. Si tu expliques bien ce que c'est, ok. Mais dans ce cas-là, appelle ça yoga doux et pas yin yoga doux, par exemple. Le troisième principe sur lequel on va s'appuyer et sur lequel je vais pouvoir t'expliquer un peu plus pourquoi le yin yoga n'est pas une pratique en douceur, si c'était pas déjà clair, c'est l'immobilité. L'immobilité crée une résistance au niveau de notre mental et de notre corps. C'est naturel, c'est humain. Elle va avoir envie, en fait, cette énergie de circuler. Et donc, quand on s'arrête, ce qui va se passer, c'est qu'il y a déjà des pensées, des émotions qui peuvent te rattraper. Il y a le corps qui va te dire « Attends, on est en arrêt, qu'est-ce qui se passe ?» En plus, on te demande de t'arrêter dans des postures qui sont parfois intenses. Encore une fois, par exemple, à la selle, c'est une pratique dans laquelle rester immobile, cette posture, c'est un challenge pour moi, que je veux relever parce que j'apprends énormément avec ça. Mais pour moi, la selle, c'est vraiment une posture qui va me permettre de déployer les ressources nécessaires en moi pour amener du confort dans l'inconfort. Et comme je le dis dans tous mes épisodes de podcast et mes enseignements, il n'est pas question d'avoir de la douleur. Tu ne dois jamais ressentir de douleur en yoga, ça n'existe pas. Par contre, tu dois sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire que en yin yoga en tout cas. En restaurative, on veut plutôt t'inviter à y rester parce que plus tu restes dans ta zone de confort, plus ton système nerveux va déployer des ressources pour s'occuper de la digestion, de l'assimilation des informations, de la gestion des traumas et des émotions. Mais en yin yoga, c'est pas ce que l'on recherche. En fait, on veut vraiment amener à cette frontière où, si tu vas trop loin, tu sens que ça peut être douloureux justement ou trop intense pour le corps ou trop violent. Mais en même temps, tu sais que si tu recules trop du bord, ça va être trop confortable.
hein. Et c'est toujours une question de choix de l'instant, en fait. Peut-être qu'au moment où tu te mets sur le tapis, tu as besoin dans cette immobilité d'être dans la douceur, donc tu vas reculer un petit peu par rapport au bord parce que tu as peut-être eu un choc émotionnel avant de venir ou tu es fatigué. Et peut-être que des fois, tu vas pousser un tout petit peu plus pour une raison qui t'est personnelle. Souvent, c'est l'ego. Et encore, je ne diabolise pas l'ego, j'en ferai un épisode aussi, c'est pas le propos, mais voilà, des fois, on a besoin de se prouver, entre guillemets, que on peut aller un tout petit peu plus loin. Mais en tout cas, on va rester autant que possible à proximité du bord de ce précipice, j'ai envie de dire, mais non, c'est un peu violent quand même, du bord de ce bolster, ce gros coussin, pour t'assurer que tu n'es pas trop en arrière et pas trop en avant, en fait. Et donc, l'immobilité, elle va permettre d'accueillir cette sensation. C'est-à-dire que si tu ne restes pas dans cette sensation que tu as choisie, dans cet espace que tu déploies avec la gravité, tu ne vas pas pouvoir faire l'expérience du yin, tu vas pas pouvoir faire l'expérience de cette justesse. Donc l'immobilité est intrinsèque à faire l'expérience d'un espace harmonieux. Mais de la même manière que créer un espace harmonieux va te demander du temps. Donc tu vas peut-être un petit peu bouger, mais au bout d'un moment, tu vas devoir être immobile pour pouvoir le ressentir. Donc tout ça, en fait, est connecté et tu vois bien là, encore une fois, on l'a vu avec les 2 premiers principes, mais l'immobilité demande aussi à ce que la pratique ne soit pas trop douce. Parce que qu'est-ce que tu vas accueillir? Qu'est-ce que tu fais l'effort d'eux? C'est l'espace harmonieux et les muscles qui se relâchent. C'est ça qu'on accueille dans l'immobilité en yin yoga, qui encore une fois est différent de l'immobilité du restauratif, par exemple, ou du peu d'immobilité qu'on a en vinyasa. Rappelle-toi que je transmets le vinyasa et que j'adore cette pratique, donc je ne pointe pas du tout du doigt ces pratiques dynamiques, qui sont parfois pour moi beaucoup plus douces que le yin yoga. Si tu peux faire un beau slow flow, moi j'aime enseigner en fait le vinyasa parfois lentement en prenant le temps de respirer. C'est aussi ce qu'on a fait comme expérience hier dans la pratique de Hatha Yoga, avant-hier, où on est allé vraiment allonger le souffle sur 6 temps dans la salutation au soleil. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que c'est une pratique qui est intense, mais qui peut parfois aussi être douce. Et c'est l'inverse aussi en yin. On a l'impression que c'est une pratique douce, mais en fait, elle peut être vraiment intense et riche. Donc l'immobilité va être le support et porter l'espace harmonieux que tu auras déployé en relâchant tous les muscles du corps. Et on va maintenant naviguer vers le point suivant, en fait, le principe suivant qui est de maintenir la posture le temps indiqué. Je sais pas toi, mais moi, quand je pratique le yin yoga et que je maintiens la posture longtemps, c'est intense. C'est riche, c'est profond, parce qu'en fait, maintenir la posture le temps indiqué, déjà, ça donne un cadre. Donc, normalement, tu ne sors pas avant ou après, sauf un cas de force majeure, par exemple une douleur qui apparaît. Bien évidemment, tu sors de la posture. Et il est à noter aussi que quand on maintient la posture le temps indiqué, cette immobilité dont je t'ai parlé juste avant, c'est une immobilité qui est vivante. Donc en fait, il ne s'agit pas d'être rigide et d'être figé dans la posture, comme on peut le voir dans certaines pratiques parfois. Il s'agit au contraire de laisser le corps organique faire son travail. Donc parfois, le corps va comme, entre guillemets, lâcher petit à petit, progressivement. Et donc on va le laisser faire. On va peut-être pousser un peu le bolster, on va peut-être au contraire laisser ses paliers se faire. Et on peut aussi avoir, lorsqu'on maintient une posture, 5-6 minutes, au bout d'un moment, la tension et la réalisation qu'on est allé trop loin et que c'est beaucoup trop intense. Donc là, on va peut-être redresser un peu le haut du corps, si on est en flexion avant, ou rajouter un support si besoin. Ou peut-être même, encore une fois, sortir de la posture si on est allé trop vite, trop loin et qu'on a besoin de revenir à une posture 0, un temps de transition, un temps d'accueil, avant peut-être soit de re-rentrer dans la posture, soit de passer à une autre posture. Et donc, maintenir la posture le temps indiqué, c'est ce qui va nous permettre de faire l'expérience de cette immobilité vivante, de cette harmonie dans la posture et du relâchement de nos muscles. Parce qu'on navigue constamment entre chaque principe dans le yin yoga. On va constamment, je maintiens la posture le temps indiqué. Ah, j'ai une tension dans le dos, je vais la relâcher. Ah, mais où est mon espace harmonieux ? On en est à combien du temps? Parce que parfois, la notion de temps, elle est très subjective. On peut avoir la sensation que le temps file dans une posture de yin yoga, que ça passe très vite. Et quand le guide ou la guide nous dit « Et maintenant, on va sortir de la posture », on se dit « Quoi déjà ?» Et puis, on peut parfois, au milieu de la posture, se dire « Mais est-ce que le ou la guide ne nous a pas oubliés dans la posture? Est-ce que c'est pas un peu trop long ?» Et là, c'est la subjectivité, c'est justement l'expérience qui va faire que on va avoir la sensation que ça passe vite ou lentement. Donc, tout ça, c'est interconnecté. Toujours. C'est-à-dire qu'on va passer de l'un à l'autre. On va être dans l'immobilité pour relâcher les muscles du corps, pour pouvoir rester dans la posture, pour pouvoir faire l'expérience de l'harmonie. Et donc, on passe au dernier principe. Et le dernier principe, c'est la lenteur.
Et la lenteur, c'est le plus trompeur parce que quand on demande aux personnes de bouger lentement, déjà, sur le coup, c'est «Ah, il faut ralentir, OK, bon, bah, c'est doux». Mais si tu es pratiquant avec moi ou pratiquante, tu le sais, la lenteur, c'est difficile, c'est intense parce que déjà, c'est pas dans notre culture, encore une fois. On est dans une culture du mouvement, de l'action et non pas de la lenteur. Souvent, une personne qui est lente est mal perçue. On va avoir tendance plutôt à dire aux personnes: «Mais va plus vite» ou «accélère» ou plutôt que de lui dire: «Mais ralentis, sois cool». Cet été, on était, en Suisse avec mon conjoint, il travaillait là-bas et il me racontait qu'à un moment, il parlait avec, une des personnes qui était, sur place et il lui expliquait donc le programme et comment lui voyait les choses pour pouvoir échanger et lancer et c'était un peu, serré en termes de délai donc je pense que mon conjoint parlait un peu vite et au bout d'un moment, la personne en face de lui lui a dit: «Eh, calme-toi, faudrait juste que tu parles un peu moins vite». Et il a réalisé en fait à quel point on parle vite quand on est dans l'émotion et c'était marrant de se dire: «Bah oui, en fait, dans cette culture-là, dans ce pays-là, la Suisse, on parle beaucoup plus lentement qu'en France et que, ne quand on a vécu à Paris pendant plusieurs années aussi, on prend cette rapidité-là et donc la lenteur est souvent un exercice qui est intense et compliqué parce qu'on réalise qu'en fait, comme je le répète tout le temps, tant que tu n'es pas à l'arrêt, tu peux ralentir. Tant que tu n'es pas à l'arrêt, tu peux ralentir. Et c'est ça qui est clé en fait dans ce processus de la lenteur, c'est de faire cette expérience du: «Tiens, je sors de la posture de yin en posant d'abord une main au sol. Qu'est-ce que je ressens? Et l'autre. Qu'est-ce que je ressens? Et je redresse le dos. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales?» Et c'est ça le yin yoga, c'est aussi faire l'expérience de ce temps de lenteur dans la posture pour ajuster un support aussi. Tiens, est-ce que je mets ou j'enlève un bloc? Mais aussi pendant le temps de transition. Parce que si pendant la transition, tu vas trop vite, ton temps de rebond, va passer trop vite. Et le temps de rebond, c'est le temps où tu accueilles justement cette sortie de la posture et toutes les sensations, toute l'énergie qui recircule en sortie de posture, pour revenir à une posture neutre et accueillir ce qu'a été l'expérience de yin. Dans toute pratique de yin yoga, il y a un temps de transition et de rebond. Il est plus ou moins long selon ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire après, ça on le voit en formation. Mais en yin yoga, il y a une expérience de ralentissement, mais surtout aussi de pause, de temps de transition, pendant la posture, mais entre les postures également. C'est aussi pour permettre au corps de reprendre une posture neutre avant de se remettre dans une autre posture. Donc c'est essentiel à la fois pour le corps, mais aussi pour toi, ton expérience en tant que pratiquante ou pratiquant de yin yoga. Voilà, donc là, j'ai fait le choix de te montrer, en fait, par les 5 principes du yin yoga que je transmets, à quel point le yin yoga n'est pas une pratique douce. C'est une pratique qui peut se faire dans la joie, c'est une pratique qui peut être plus douce à certains moments qu'à d'autres. Il y a des moments où je fais des pratiques de yin et je dis directement aux élèves, là, je vous ai fait une séquence qui est plutôt yin restaurative, yin lent. On va mettre pas mal de supports et mon invitation, c'est, et souvent il y a un thème derrière ça, c'est soit faire plus l'expérience du souffle dans les postures, donc avoir moins de tension et de compression dans le corps, moins cette sensation de résistance pour pouvoir aller expérimenter le souffle. Parce que quand on décompose, après, c'est plus facile de mettre ensemble. Si tu as fait l'expérience du souffle dans une posture de yin yoga, ça va être beaucoup plus facile pour toi ensuite de l'expérimenter dans une posture un peu plus intense de yin yoga. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça peut être le cas et parfois aussi il y a des postures, des pratiques qui sont assez intenses. Il y a des pratiques où les élèves vont me dire à la fin, bah là, cette posture-là, c'était intense pendant cette durée-là. Et aussi pendant, moi, comme j'aime ajuster beaucoup et utiliser les supports, les élèves viennent souvent me faire signe pour que je vienne, qu'on teste de mettre un bloc, deux blocs, une couverture et trouver cet espace harmonieux ensemble. Donc ça, c'est le rôle du guide ou de la guide aussi de rendre compte que la pratique ne doit pas être douce, mais pour autant, ça ne doit pas être une torture. Donc, c'est à nous d'accompagner avec les supports, avec la voix, avec nos compétences et notre expertise en anatomie, en physiologie, en énergétique aussi. Comment accompagner en fait ces transitions, comment accompagner ces postures, comment accompagner tous ces ressentis qui vont se déployer pendant la pratique de yin pour que le pratiquante et la pratiquant aient un espace sécurisé pour faire cette expérience-là. Le yin yoga n'est pas une pratique douce. Le yin yoga est une pratique de yoga, tout simplement. Donc c'est une pratique dans laquelle on fait l'expérience de l'être que l'on est au moment où on arrive sur le tapis, au moment où on est sur le tapis. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est riche. Encore une fois, si tu cherches de la douceur, le restaurative est une pratique dédiée à ça. Si tu cherches de la douceur, le yoga nidra peut aussi t'aider à ça. La relaxation, la sophrologie peut vraiment aussi t'aider à ça. Mais le yin yoga n'est pas une pratique
douce. Le yoga n'est pas une pratique de bien-être. Et j'espère vraiment que ce point-là, en fait, est ancré pour toi et que tu peux le porter parce que c'est pas du tout un jugement. C'est remettre, en fait, comme j'aime dire souvent, l'église au milieu du village. C'est vraiment prendre le temps de se dire, attends, en fait, pourquoi on vient au yoga? Est-ce que je viens vraiment au yoga pour m'étirer et me sentir bien? Ou est-ce que je viens au yoga parce que je sens que quand je crée ces espaces de pratique, j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à faire l'expérience de l'énergie qui circule, je vois comment évolue ma pratique, je suis accompagnée par un ou une guide qui aborde des concepts, quels qu'ils soient, qui me nourrissent et qui me permettent en tant qu'humain, de grandir et d'être peut-être mieux. C'est sûr, il y a un mieux-être dans le yoga aujourd'hui, mais c'est pas le principe clé. Le principe clé, c'est de faire connaissance avec soi et de cheminer vers soi pour aller vers l'autre. C'est de cheminer vers l'autre pour mieux se connaître aussi. C'est ça la pratique du yoga. Donc, le yin yoga, encore une fois, n'est pas une pratique douce. Voilà, là, si à la fin de l'épisode, tu l'as pas encore assimilé, voilà. En tout cas, si tu es encore là, je pense que c'est que tu es d'accord avec moi ou en tout cas que ça te questionne. Et bien évidemment, n'hésite pas, encore une fois, à me dire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram ou à m'envoyer un mail pour discuter à ce sujet-là. Je suis toujours très heureuse d'échanger dès l'instant où c'est fait avec bienveillance et avec conscience de l'autre. C'est toujours très riche de pouvoir avoir des points de vue différents, de pouvoir se dire, tiens, mais j'avais pas vu ça comme ça. C'est vraiment intéressant de pouvoir le faire. Pour autant, je dirais en conclusion que même si le yin yoga n'est pas une pratique douce, ça ne nous empêche pas de nous adapter au public que l'on a. Ça ne nous empêche pas de faire en tout cas l'expérience que le yoga s'adapte bien aux élèves que l'on a et non pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsque tu pratiques ou que tu guides le yin yoga, quand je guidais le yin yoga au service des personnes en surpoids ou diabétiques à la Pitié-Salpêtrière, je ne guidais pas du tout mes sessions de yin yoga de la même manière que je les guidais, par exemple, quand j'enseignais dans un grand studio parisien tous les dimanches soirs. C'était pas le même public, c'était pas le même objectif non plus du tout, pour moi en tout cas. Et surtout, c'était pas la même énergie. Donc, encore une fois, une posture peut te paraître plus douce qu'une autre par rapport à certaines personnes, mais garde en tête que toute pratique de yoga doit être un challenge. En tout cas, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'on vient pas sur le tapis juste pour s'auto-papouiller, en fait. Moi, je viens sur le tapis pour questionner, ressentir, digérer, respirer et derrière avoir une sensation, bien évidemment, de mieux-être et de bien-être parce qu'elle est induite par les prises de conscience que je fais, par l'investissement que j'ai dans ma pratique, dans mes études. Voilà, donc c'est ça qui est très riche pour moi, que ce soit dans le yin yoga ou dans les autres yogas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu voulais savoir est-ce que le yin yoga est vraiment une pratique douce ou comprendre pourquoi pour moi ça ne l'est pas en tout cas. N'hésite vraiment pas à me partager ton avis. Pour me donner un petit coup de pouce au niveau du podcast, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, sur Instagram, vraiment, au-delà de m'encourager à continuer en me disant qu'il y a bien une audience et que ces épisodes sont là pour toi. Ça me permet aussi de gagner en visibilité avec les différents outils et donc de rencontrer d'autres guides ou d'autres pratiquantes de yoga. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout est déjà là. Je te souhaite une très belle semaine et de très belles pratiques.